La sécurité sociale, bon, c'est un nom qui résonne pour tout le monde en France. Elle va bientôt avoir 80 ans, fondée en octobre 1945. Souvent, on la voit comme un pilier vraiment de notre modèle social, un bien commun. Pourtant, faut voir les chiffres, cette institution, elle gère des sommes colossales. On parle de plus de 660 milliards d'euros de prestations, juste pour 2025. C'est gigantesque. Oui, c'est considérable. Et c'est là que ça se corse un peu. D'un côté, on a cet attachement quasi viscéral des Français à leur sécu, et de l'autre, on a l'alerte de la Cour des comptes. Mhm. L'organisme qui vérifie les comptes publics et qui dit, elle, que la trajectoire financière est insoutenable. Le fameux trou de la sécu, quoi. On en parle depuis des années. Oui, ça revient tout le temps. Au point que ça crée, et c'est paradoxal, un sentiment d'insécurité sociale. Il y avait un sondage de la Fondation Jean Jaurès là-dessus, d'ailleurs. C'est intéressant de rappeler l'idée de départ en 45. L'ambition, c'était vraiment, pour citer un peu les textes, de préserver le travailleur et sa famille de l'incertitude du lendemain. L'idée forte, c'était de reconstruire la confiance après la guerre pour pouvoir reconstruire le pays. Une protection très large était visée, la santé bien sûr, mais aussi les accidents du travail, la famille, la retraite. D'accord. Et l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est justement de regarder ça de plus près. L'état de santé actuel de notre Sécu. Comment on est passé de cette belle ambition finalement à cette situation financière tendue? Oui, c'est ça. Quelles sont les perspectives? C'est ce qu'on va essayer d'explorer en se basant sur les analyses, les données qu'on a. Alors, pour commencer par le commencement. Années 50. La Sécu, c'était quoi en termes de poids économique? Assez limité, non? Oui, tout à fait. On parle de 5 à 6% du produit intérieur brut, le PIB. Faut imaginer la France de l'époque, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. D'accord. Oui, le contraste est vraiment saisissant. Prenez la santé. Début des années 50, on avait à peu près 30 000 médecins pour 40 millions d'habitants. Ah oui, quand même. Ça fait un médecin pour 1400 personnes. Aujourd'hui, Hmm. on est à 230 000 médecins pour quasiment 70 millions d'habitants. Donc 1 pour 300. Le ratio a complètement changé. Énormément. Et côté pharmacie, on n'en parlons pas. On est passé de quelques dizaines de médicaments, peut-être, à plus de 13 000 spécialités remboursées. Et certaines coûtent très cher, des dizaines de milliers d'euros. Oui, on entend parler de ces traitements innovants, mais coûteux. Exactement. Et puis, il y a l'autre facteur clé. On vit beaucoup plus longtemps. Oui. Dans les années 50, l'espérance de vie, c'était autour de 65-70 ans. La retraite, finalement, elle était assez courte. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 85 ans. Et la conséquence directe, c'est qu'il est plus rare de passer autant d'années, voire plus, à la retraite qu'en activité. C'est fou quand on y pense. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. Non. Le succès même de la Sécu. Oui, Ce progrès humain incroyable. Gagner 20 ans d'espérance de vie en un demi-siècle, c'est ça qui finalement fait exploser les coûts. c'est exactement ça. C'est 5-6% du PIB au début, on est passé à 32% aujourd'hui. 32%. C'est énorme. C'est un record mondial, apparemment. La France, c'est 1% de la population mondiale, mais 5% des dépenses sociales de la planète. Le système est un peu victime de son succès phénoménal, quoi. Absolument. Et si on zoome sur les finances maintenant, la situation est préoccupante, c'est le mot. Les dépenses, on l'a dit, ça dépasse 660 milliards en 2025. La santé pèse très lourd, médicaments, hôpital, mais il y a aussi les retraites de base, hein. Rien que ça, c'est environ 270 milliards, et ça, c'est sans compter les régimes complémentaires. D'accord. Et en face, les recettes. Elles ont du mal à suivre. Le résultat, c'est que les déficits sont devenus la norme. La dernière fois que les comptes de la Sécu étaient dans le vert, c'était en 2001. 2001. Ça fait presque 25 ans. Oui, un quart de siècle de déficit quasi constant, avec des pics, bien sûr, pendant les crises. Après 2008, le Covid, là, le déficit annuel a pu dépasser 30 milliards d'euros. Ah oui, c'est énorme. Mais même hors crise, on peine à rester sous les 10 ou 15 milliards de déficit par an. Pour 2024, on a dépassé les 15 milliards alors qu'on visait 10. Et 2025, la prévision, c'est 22 milliards. Et beaucoup pensent que ça sera plus. Et ça s'accumule, j'imagine? Forcément, ces déficits s'ajoutent les uns aux autres et ça forme ce qu'on appelle la dette sociale. Pour la gérer, on a créé en 1996 une structure spéciale, la CADES. Oui, la caisse d'amortissement de la dette sociale. Exactement. À l'époque, on pensait qu'elle aurait fini son job en 2009. Optimiste. On peut dire ça.
Sa mission a été repoussée, maintenant l'horizon c'est 2033. Fin 2023, la CAS gérait 157 milliards d'euros de dette. C'est une dette qui roule en fait. On rembourse un peu, mais on continue d'emprunter pour les nouveaux déficits. On n'épanche jamais vraiment. Et c'est ça qui est qualifié d'insoutenable, ce caractère permanent du déficit et de la dette. Oui, parce qu'il y a ce décalage structurel. Les dépenses augmentent, on va dire, mécaniquement de 3 à 4 % par an. C'est tiré par le vieillissement, les progrès médicaux. D'accord. Alors que la croissance de l'économie française, elle, elle a souvent du mal à dépasser 1 %, donc l'écart se creuse chaque année. Et il y a ce rapprochement entre la CADS et l'agence France Trésor en 2017. C'est un signe, ça aussi. Oui, c'est assez révélateur. Ça montre que la dette de la Sécu est devenue un problème aussi massif, aussi permanent que celle de l'État lui-même. Tout à fait. Et ce caractère structurel, ça soulève une crainte pointée par la Cour des comptes, le risque de saturation potentielle du marché d'emprunt. C'est-à-dire, Plus simplement, que les investisseurs financiers pourraient ne plus vouloir prêter aussi facilement ou alors à des taux plus élevés. Il y a un lien avec la note de la dette française qui baisse. On est passé de triple A à A-. oui, Si ça continue, emprunter coûtera plus cher à l'État et donc, par ricochet, ça pourrait rendre le financement de la Sécu encore plus compliqué. La dette, c'est plus juste un souci passager, c'est vraiment une bombe à retardement structurel. Alors, question clé. L'argent. D'où il vient? Ou plutôt, d'où il venait au départ? Le pacte de 45 y reposait sur quoi? Sur un principe assez clair, le financement par les cotisations sociales, prélevées sur les salaires des actifs. D'accord. Et c'est cette contribution directe qui justifiait deux choses. Le droit aux prestations, bien sûr, et le fait que le système soit géré par les partenaires sociaux. Les syndicats et le patronat. Voilà. L'État, lui, était plutôt en position de superviseur, un peu de loin. Mais ça a changé. Ah oui, profondément. Il y a 30 ans, début des années 90, plus de 90% du financement venait encore de ces cotisations sur le travail. Aujourd'hui, d'après les chiffres de FIPECO, Oui, on est tombé à 48%, moins de la moitié. la moitié. Mais pourquoi? Comment on explique cette chute? C'est le résultat d'un choix politique majeur fait petit à petit depuis les années 90. L'objectif, c'était de lutter contre le chômage de masse. En réduisant le coût du travail. Exactement. Surtout pour les emplois peu qualifiés. Donc, on a mis en place des allègements massifs de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Et ça a été amplifié, jusqu'à arriver en 2022 au zéro charge au niveau du SMIC. Zéro charge. Oui. En gros, aujourd'hui, un employeur qui embauche au SMIC ne verse quasiment plus de cotisations patronales pour la Sécu. D'accord. Et la conséquence de ça, c'est ce qu'on appelle la smicardisation. Oui, une part croissante des salariés se retrouve au SMIC ou juste au-dessus. Aujourd'hui, c'est 18% des salariés. Presque 1 sur 5. 1 sur 5. Et pour la Sécu, c'est un manque à gagner énorme. On estime ces allègements à environ 77 milliards d'euros par an, qui n'entrent plus par la voie des cotisations. 77 milliards. Alors, il a bien fallu les trouver ailleurs, cet argent. Progressivement fléché, comme on dit, une cinquantaine de taxes et impôts différents vers la Sécu. 50. Oui, la plus connue, c'est la CSG, la contribution sociale généralisée. Elle pèse sur presque tous les revenus et elle représente aujourd'hui à peu près 20% du financement total. D'accord. Mais il y a aussi les taxes sur le tabac, l'alcool, le forfait social sur l'épargne salariale, une part des taxes sur les assurances auto, même sur les activités polluantes. C'est très diversifié, en fait. Très. Et il y a un autre gros morceau, souvent moins connu, la TVA. Une partie de la TVA qu'on paie tous les jours sur nos achats Oui. est directement affectée au budget de la Sécu. On parle de 55 à 60 milliards d'euros par an. C'est presque 10% de son financement. Donc, la TVA sociale, d'une certaine manière, elle existe déjà en partie. Intéressant. Et il y a aussi une autre source qualifiée de parenteuse dans une des analyses. Oui, ce sont les subventions directes de l'État pour boucler les budgets de certains régimes, surtout les retraites. L'exemple donné pour 2024 est assez parlant. C'est-à-dire? Sur un peu plus de 400 milliards de pensions versées, 130 milliards ne venaient ni des cotisations, ni des impôts affectés, mais directement du budget de l'État, ou même des budgets des hôpitaux, des collectivités locales. C'est le déshabiller Paul pour habiller Jacques, classique. C'est un peu ça, oui. Rapporté au nombre de retraités, ça fait environ 14 000 euros par an et par retraité qui sont trouvés ailleurs pour équilibrer le budget des retraites. D'accord. Et tout ça, ce changement de financement, ça a des conséquences qui vont au-delà des chiffres, non? Ah oui, c'est crucial de comprendre ça.
Ce n'est pas juste une question technique de tuyauterie financière. C'est l'ADN même de la Sécu qui est en train de se transformer. C'est-à-dire? Initialement, c'était une assurance sociale, financée par ceux qui travaillent et gérée par leurs représentants. Elle devient de plus en plus un système d'assistance, financé par l'impôt et donc logiquement de plus en plus piloté par l'État. Le lien direct entre cotiser, avoir des droits et participer à la gestion, il s'affaiblit beaucoup. On passe de l'assurance à l'assistance. C'est un peu ça. Un exemple très concret, c'est la C2S, la complémentaire santé solidaire, l'ex-CMU en gros. Oui. Elle offre une couverture santé de base et une complémentaire gratuite ou quasi gratuite aux plus modestes. Il y a 6 millions de bénéficiaires qui ne paient rien du tout. 6 millions, c'est énorme. Oui, c'est presque un Français sur 10 qui a une couverture santé complète sans contrepartie financière directe. C'est une illustration parfaite de ce glissement finé. On assure moins les cotisants, on assiste plus les ayants droit, qu'ils cotisent ou non. Et en plus de ces questions financières, il y a un autre problème de fond qui pèse. La démographie. Oui, l'autre lame de fond. La Sécu, elle a été pensée dans un contexte très particulier, l'après-guerre. Population jeune, baby-boom, forte croissance économique. Et surtout, un ratio clé. Environ 4 actifs qui cotisaient pour payer la retraite d'une personne. 4 pour 1. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. La population vieillit très vite. On a maintenant plus de personnes de plus de 60 ans que de moins de 18 ans. Incroyable. Le taux de fécondité est bas. 1,6 enfants par femme, bien sous le seuil de renouvellement de 2,1. La pyramide des âges, elle ressemble plus à une toupie qu'à une pyramide. Large au milieu, étroite en bas. Et donc, moins d'actifs par retraité. Mécaniquement, oui. Beaucoup moins. Et ça, pour un système basé sur la répartition, les actifs d'aujourd'hui payent les retraites d'aujourd'hui, c'est une menace directe, fondamentale. Et cette double pression, financière et démographique, ça crée des tensions sociales, j'imagine. Oui, c'est palpable. On voit monter une forme de ressentiment chez certains actifs. L'analyse cite ce même Nicolas qui circule sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? L'image du jeune cadre dynamique, diplômé, qui paye beaucoup d'impôts, beaucoup de cotisations, et qui a l'impression de financer un système dont il profitera peut-être moins, ou qui bénéficie à des gens qui ne contribuent pas ou plus. Je vois. Ça peut créer des divisions. Potentiellement, oui. On entend même parler, même si c'est marginal, de gens qui voudraient sortir de la Sécu. Ce qui est très compliqué juridiquement, mais le sentiment est là. Et face à ça, le politique, il fait quoi? Il semble un peu coincé, non? C'est exactement ça. Une forme d'impasse. D'un côté, la pression pour dépenser est énorme. Prenez les retraités. C'est le groupe électoral le plus nombreux, le plus mobilisé. Oui, il vote beaucoup. Exactement. Ce n'est pas un hasard si on a eu 5 revalorisations des pensions de retraite en 3 ans. Qui oserait proposer une baisse des pensions aujourd'hui? Personne? Difficile, politiquement. Très. Et ça mène à ce que le philosophe Marcel Gauchet appelle le nœud démocratique. Les dirigeants, au fond, ils savent souvent ce qu'il faudrait faire techniquement pour redresser les comptes, mais ils ont peur des conséquences électorales. Le contrat social, c'est le collectif protège l'individu. Mais l'individu, aujourd'hui, il semble moins prêt à accepter les contraintes, les efforts, au nom du collectif. C'est une vraie contradiction. Alors vers quoi on va? L'analyse parle d'un risque de mort lente par asphyxie financière. C'est un peu fort comme terme, non? C'est fort, mais ça traduit une réalité. L'ambition de départ, couvrir tous les risques, de la naissance à la mort, elle se heurte de plus en plus au mur de la réalité budgétaire et démographique. Le modèle actuel semble difficilement finançable à terme, sans changements importants. Alors, quelles sont les pistes, les solutions possibles? Si on regarde ce qui est évoqué dans les sources, on voit bien que c'est compliqué. La lutte contre la fraude, par exemple. Oui, on en parle souvent. Bien sûr, c'est nécessaire. Les estimations varient, 10-15 milliards par an peut-être. C'est pas rien, mais face à 660 milliards de dépenses. Ça ne règle pas le problème de fond. Voilà, ça ne suffira pas à combler le déficit structurel. Réduire ce qui est remboursé. C'est déjà en cours, en fait. Souvent de manière un peu discrète. Le déremboursement de certains médicaments jugés moins essentiels, par exemple. D'accord. Les analyses mentionnent même un scénario un peu extrême, étudié en interne par la Sécu, la fin du remboursement des consultations de médecine de ville, généralistes ou spécialistes. Carrément, ça paraît impensable. Aujourd'hui, oui, mais qui sait? C'est pour dire jusqu'où la réflexion peut aller quand les chiffres sont têtus. Et le transfert vers les mutuelles? Ça, c'est une tendance très forte. Si les cotisations des mutuelles augmentent autant, c'est en partie parce que la Sécu rembourse moins sur certains postes, comme l'optique, le dentaire. Et les mutuelles doivent prendre le relais.
Donc c'est un transfert de coûts vers les individus, les entreprises. Exactement. Ça ne fait pas disparaître le coût, ça le déplace. Et trouver de nouvelles ressources, de l'argent frais. La grande question, où? Augmenter encore les cotisations sur le travail, on est déjà parmi les plus hauts niveaux au monde, c'est compliqué. Revenir sur les allègements de charges sur les bas salaires. Politiquement, ce serait une bombe, et ça risquerait de casser la dynamique de l'emploi qui est quand même meilleure sur les bas salaires grâce à ça. Créer de nouvelles taxes. Toujours impopulaire, l'idée d'une nouvelle journée de solidarité. Travailler plus pour financer la dépendance, par exemple, ça revient de temps en temps, mais ça suscite beaucoup d'opposition. Reste la question de l'âge de la retraite. Oui, le repousser encore, vers 65, 66 ans, comme beaucoup de voisins. Ça aurait un impact financier certain, c'est clair. Mais on a vu la réaction lors de la dernière réforme. Exactement. C'est peut-être la mesure la plus efficace sur le papier, mais c'est aussi la plus difficile à faire accepter politiquement et socialement. On est donc vraiment face à un dilemme très profond. D'un côté, un désir collectif fort, très fort, de garder cette protection sociale très élevée, peut-être la meilleure du monde. Oui, Et de l'autre, une réticence tout aussi forte à en accepter les contraintes, les coûts, les ajustements. c'est tout à fait ça. Donc, pour conclure un peu cette exploration, ce qui frappe vraiment, c'est cet écart qui se creuse entre l'ambition de notre modèle social, qui reste immense, quasi universel, et les moyens réels, durables, pour le financer. Du moins avec les règles et les équilibres qu'on a aujourd'hui. Oui. Et peut-être pour aller un peu plus loin, juste une question pour la réflexion. Au-delà des chiffres, des équilibres financiers, est-ce que cette transformation profonde du financement, moins de cotisations travail, plus d'impôts, plus de subventions de l'État, est-ce qu'elle ne change pas la nature même du contrat social de 1945 ? C'est une bonne question. Ce pacte de départ, il reposait sur un lien fort. Je cotise par mon travail, j'ai des droits, et je participe, via mes représentants, à la gestion. Si ce lien s'efface au profit d'un financement et d'une gestion de plus en plus étatique, centralisée, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de la solidarité nationale et pour la façon dont on perçoit collectivement ce qui était pensé comme notre bien commun?